Ma femme me répétait que je n'étais qu'un simple jardinier. Le jour où elle a demandé le divorce, elle a découvert à qui appartenait réellement le domaine où nous vivions. Je me souviens encore de la première fois où elle a dit ça. Pas comme une insulte criée dans un moment de colère. Non, pire. Comme une évidence posée tranquillement au milieu d'un dîner, avec ce petit sourire qu'elle gardait pour les phrases qui faisaient mal, sans qu'elle ait à lever la voix. On était dans la véranda, les grandes portes ouvertes sur le jardin. La lumière du soir glissait sur les haies taillées au cordeau. Les fontaines du parc chuchotaient au loin. Et elle parlait avec des amis venus dîner. Des gens qui aimaient se croire raffinés parce qu'ils buvaient du vin trop cher dans une maison trop grande. Ils parlaient de voyages, de voitures, de projets, de dîners mondains. Et moi, je servais les verres. Je passais derrière eux. J'étais là sans être vraiment là. Comme toutes les fois où on me réduisait à mon uniforme vert, mes gants, mes bottes pleines de terre, et mes mains qui sentaient les feuilles coupées et l'humidité du matin. Elle adorait rappeler que je passais mes journées à arracher des mauvaises herbes. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Je dirigeais les équipes d'entretien du parc. Je connaissais le sol mieux que la plupart des propriétaires ne connaissent leur propre maison. Je savais quand un arbre allait dépérir avant qu'il ne montre ses branches nues. Je savais lire une pelouse comme d'autres lisent un rapport financier. Et surtout, je connaissais le domaine comme quelqu'un qui l'avait parcouru à pied depuis des années, à l'aube, au crépuscule, quand tout le monde dormait encore, ou prétendait déjà ne plus rien voir. Mais pour elle, ce métier n'était jamais qu'un décor. Elle disait que je n'étais pas ambitieux, que je n'avais aucune allure, que je n'étais pas assez présentable pour le monde qu'elle voulait fréquenter, que son mari devrait avoir plus de classe, plus d'argent, plus d'élan. Le plus ridicule, c'est qu'elle disait tout ça alors qu'elle vivait dans un domaine qui lui avait offert beaucoup plus de confort que tout ce qu'elle avait jamais mérité de son propre courage. Elle aimait les grandes maisons, les allées bordées d'arbres, les fauteuils en cuir, les repas servis proprement. Mais elle méprisait les mains qui entretenaient tout cela. Elle regardait le jardin comme on regarde un fond d'écran. Je crois qu'elle n'avait jamais vraiment compris que la beauté coûte du travail. Elle pensait qu'elle était née dans un décor. Moi, je savais qu'un décor se tient debout parce que des gens invisibles le portent. J'ai supporté ça longtemps. Trop longtemps peut-être. Mais les hommes qui vivent sous le mépris quotidien finissent souvent par prendre la patience pour de la sagesse, alors que ce n'est parfois que de l'épuisement bien habillé. Au début, elle ne me parlait pas comme ça devant les autres. Elle attendait les moments privés, les trajets en voiture, les retours tardifs, les matins où elle me trouvait encore dans les massifs, alors que le soleil n'était pas totalement levé. Puis elle a commencé à lâcher ses remarques en présence d'amis, d'architectes, de voisins, de gens du domaine. Comme si plus il y avait de témoins, plus sa petite cruauté gagnait en prestige. Elle disait « Il adore les plantes, c'est son niveau de conversation ». Un autre jour, « Mon mari connaît chaque rosier, mais ne connaît sûrement pas le prix d'une vraie bouteille de champagne ». Les autres souriaient, parfois par politesse, parfois parce qu'ils n'étaient pas meilleurs qu'elle. Moi, je gardais le silence. Je n'avais pas besoin de leur montrer que je pouvais aussi parler. J'avais appris très jeune que certains hommes se trompent en croyant que le silence des autres est un aveu de faiblesse. Parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas encore compris à quel point vous les observez. Et moi, j'observais tout. Les comptes, les horaires, les visites, les contrats du domaine, les changements de direction, les discussions entre les héritiers, les tensions autour de la succession de l'ancien propriétaire, les petits mensonges élégants qu'on glisse dans les dîners pour éviter de parler des vraies décisions. Le domaine appartenait à la famille Delcourt depuis des générations. Les Delcourt, une de ces familles qui cultivent l'idée qu'elles ont toujours été là, comme si les terres, les maisons et les jardins avaient poussé tout seuls. L'ancien propriétaire, un homme discret que tout le monde craignait un peu, venait encore parfois inspecter les allées lorsqu'il en avait la force. Il avait une manière étrange de me regarder, comme s'il cherchait quelque chose derrière ma tenue de jardinier. Il me posait des questions sur la terre, sur les arbres, sur les conduites d'eau, sur les vieux plans du parc. Je répondais simplement. Je faisais mon travail. Je ne cherchais pas à être remarqué. J'avais mes raisons, et elles n'avaient rien à voir avec la flatterie ou l'ambition. Si j'étais resté là toutes ces années, ce n'était pas seulement pour le salaire, ni pour le cadre. C'était parce que ma mère avait travaillé ici autrefois, bien avant moi, dans les cuisines, puis dans les serres, et que j'avais grandi entre ces murs comme un enfant qu'on laisse courir dans un endroit où personne ne le voit vraiment. Mon père était mort tôt. Ma mère m'avait appris à lire les surfaces sans faire de bruit. Le domaine avait été une partie de ma vie bien avant d'être mon travail. Mais ça, ma femme ne l'a jamais su. Ou peut-être qu'elle ne s'y intéressait pas assez pour demander. Elle préférait m'imaginer comme un homme coincé dans une fonction modeste, incapable d'aspirer à mieux. Ça l'arrangeait de me croire inférieur, parce que cela lui permettait de se sentir supérieur à quelque chose. Puis, l'ancien propriétaire est mort. Et avec sa mort, tout a commencé à bouger. Très lentement d'abord, comme les grandes machines qui mettent du temps à accepter qu'on les arrête. Les héritiers se sont réunis, les fils, les nièces, les avocats, le notaire, les comptables,
les gens du conseil d'administration qui fréquentaient la maison comme on fréquente un lieu qu'on espère encore pouvoir diriger sans vraiment le comprendre. On préparait déjà la transition, les décisions, les nouvelles orientations, les restructurations, les possibles ventes de parcelles, les transformations du domaine en résidence plus rentable. Tout ce langage qu'on emploie quand on veut donner un air élégant à ce qui ressemble souvent à une prise de pouvoir. Ma femme, elle, adorait ce genre de soirée. Elle se mettait dans des robes parfaites, parlait à voix basse avec les invités importants, feignait de comprendre les grandes lignes du patrimoine, du foncier, des investissements, alors qu'au fond, elle ne s'intéressait qu'à ce qui pouvait la faire monter d'un cran dans le regard des autres. Elle espérait toujours que je reste à ma place pendant ce genre d'événement. En réalité, je connaissais le domaine mieux que n'importe lequel des héritiers présents ce soir-là, parce que j'avais passé des années à le réparer, à l'entretenir, à le surveiller, à en éviter la ruine silencieuse. J'avais vu ce que les autres ne voyaient pas. Les infiltrations dans l'orangerie, les racines qui fissuraient un ancien mur de soutènement, les détournements d'eau, les factures oubliées, les décisions repoussées, les économies de façade qui finissaient toujours par coûter plus cher. Mais je n'avais jamais rien dit. Pas parce que je n'avais rien à dire, parce que j'attendais le moment juste. Les gens impatients croient souvent qu'ils gagnent parce qu'ils parlent avant tout le monde. Ils ne comprennent pas que ceux qui regardent longtemps savent où frapper quand il faut. Le jour où ma femme a demandé le divorce, elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle a d'abord sorti l'argument qu'elle utilisait toujours quand elle voulait donner l'impression de rester rationnelle, alors qu'elle cherchait surtout à se débarrasser de ce qui lui paraissait encombrant. Elle a dit que nous n'avions plus la même vie, plus les mêmes ambitions, que je l'empêchais d'évoluer, qu'elle refusait de passer sa vie avec un homme qui restait dans l'ombre des jardins. Elle avait préparé son discours. Ça se voyait dans la manière dont elle respirait avant chaque phrase, dans la manière dont elle gardait le menton relevé, dans la façon dont elle essayait d'avoir l'air détachée, alors qu'elle calculait déjà ce qu'elle pourrait obtenir. Elle a parlé de la maison, du domaine, des comptes, de sa part du patrimoine, de la voiture, des bijoux, des économies, et surtout de la nécessité de répartir équitablement ce que nous avions construit. Équitablement. J'ai presque souri. Ce mot, dans sa bouche, signifiait surtout « je vais prendre le maximum avant que tu comprennes ce qui t'arrive ». Elle a insisté sur le fait qu'elle n'allait pas rester prisonnière d'un mariage avec un simple jardinier. J'étais assis à l'autre bout de la table de la bibliothèque, une table si longue qu'on aurait pu y faire tenir toutes les erreurs d'une famille entière. Elle croyait me dominer parce qu'elle croyait que je n'avais rien. Elle ignorait que je ne lui avais jamais montré la totalité de mes cartes. Le domaine, ce n'était pas seulement le lieu où nous vivions. C'était un héritage. Le grand propriétaire, celui dont elle n'imaginait pas un instant qu'il pouvait m'appartenir par le sang, avait laissé des instructions très précises avant sa mort. Il savait. Il savait qui j'étais. Il savait que je n'étais pas là par hasard, ni par accident, ni parce qu'aucune autre porte ne s'était ouverte. Il savait aussi que ma femme me méprisait. Je l'ai compris quand le notaire est arrivé avec l'enveloppe scellée, une de celles qu'on garde dans les coffres des maisons où l'argent parle plus fort que les sentiments. La réunion avait été organisée pour régler la transition du domaine. Ma femme pensait qu'on allait lui annoncer un nouveau poste, une nouvelle structure, peut-être même une possibilité de rester associée à la gestion des lieux parce qu'elle s'imaginait déjà indispensable. Elle avait tout faux. Le notaire a commencé à lire les dernières volontés du propriétaire. Puis il a prononcé mon nom. Pas comme celui d'un employé. Pas comme celui d'un gardien. Pas même comme celui d'un simple bénéficiaire discret. Comme celui du véritable héritier du domaine. L'homme à qui tout revenait après les formalités. L'homme qui, selon les termes exacts du testament, avait travaillé à l'entretien des terres et des jardins non comme un domestique, mais comme le seul adulte assez patient pour comprendre ce que la famille avait laissé se dégrader pendant des années. Ma femme n'a pas compris tout de suite. Elle a ri même. Un petit rire sec, nerveux, en regardant les autres comme si le notaire venait de faire une blague de mauvais goût. Puis le notaire a continué, lisant les clauses, les titres, les limites, les droits, les transmissions. Plus il avançait, plus son visage se défaisait. Le domaine était à moi, les terres aussi, les choix à venir aussi. Et elle, qui s'était moquée de mes bottes pleines de terre, allait devoir apprendre que le terrain qu'elle méprisait lui échappait complètement. J'ai vu son nouvel intérêt changer de cible en quelques secondes, comme une flèche qui se retourne dans l'air. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était comprendre comment elle avait pu se tromper à ce point. Elle cherchait une faille, une annulation, une erreur. Quelque chose qui ferait revenir le passé à sa place. Mais les morts ont parfois l'élégance d'écrire des vérités bien plus solides que les vivants. Ce qui a suivi a eu quelque chose d'assez calme, presque humiliant pour elle dans sa banalité. Le nouveau compagnon qu'elle espérait déjà impressionner, un homme qu'elle avait commencé à fréquenter en croyant qu'il lui ouvrirait des portes plus hautes, a immédiatement compris où se trouvait désormais le pouvoir réel. Il a tenté de sauver la face, mais il avait le regard de ces hommes qui se retirent quand ils voient qu'il n'y a plus rien à profiter. Les héritiers officiels n'avaient plus leur mot à dire sur l'essentiel. Le conseil a dû s'aligner. Les notaires ont confirmé, les papiers ont parlé. Et moi, je n'ai même pas élevé la voix. J'ai juste écouté. Ma femme est restée assise, les doigts crispés sur le bord de la table,
avec ce visage qu'ont les gens quand ils découvrent qu'ils ont passé des années à aimer une version très rentable de leur propre mensonge. Elle a essayé d'improviser, de me parler comme si nous pouvions encore nous retrouver au milieu du désastre. Elle a dit que ça ne changeait rien entre nous, que les papiers étaient une chose, que le domaine en était une autre, qu'elle m'avait aimé pour moi, pas pour le reste. Je l'ai regardée comme on regarde quelqu'un qui vient d'avouer un crime de manière involontaire. Puis je lui ai répondu simplement que si elle m'avait aimé pour moi, elle ne m'aurait jamais réduit à un simple jardinier. J'ai ajouté qu'elle n'était pas tombée amoureuse d'un homme, mais d'une façade qu'elle croyait pouvoir contrôler. C'est souvent la différence entre aimer et consommer une présence. Elle voulait un homme décoratif. Moi, je lui avais offert des années de présence, de travail, de connaissances, de patience. Ce qu'elle n'avait jamais vu, c'est que le jardinier était aussi le seul héritier encore capable de comprendre le domaine de l'intérieur. Le lendemain, tout avait changé. Les employés savaient déjà. Les gens du parc me saluaient avec plus de respect, non pas parce qu'ils avaient peur de moi, mais parce qu'ils comprenaient enfin qui j'étais dans la maison qui portait mon histoire depuis longtemps. Ma femme, elle, se décomposait entre la colère et la honte. Elle pensait encore pouvoir revenir en arrière, réécrire son attitude, faire oublier ses remarques, ses humiliations, ses phrases sur les mauvaises herbes et les hommes sans ambition. Mais les phrases laissent des traces, certaines plus profondes que les griffures des racines dans les allées. Je continue de jardiner, oui. C'est ce qui l'a le plus perturbé, au fond. Pas que je sois propriétaire, pas que je puisse décider des futurs aménagements, pas même que je puisse la voir partir. Ce qui la troublait le plus, c'était que je n'avais jamais eu besoin de cesser d'être moi pour être quelqu'un d'important. J'ai gardé mes gants, mes bottes, mes outils, ma routine. Parce que je n'ai jamais confondu dignité et costume. Un matin, alors qu'un jeune employé me demandait pourquoi je continuais à tailler les rosiers alors que je pouvais déléguer, je lui ai répondu que certains métiers ne sont pas des déguisements. Ils sont simplement des façons de vivre. J'ai travaillé cette terre pendant des années, avant même que ma femme comprenne qu'elle n'était pas décorative. Elle, depuis derrière les grilles, regarde parfois le domaine d'un air de plus en plus vide, comme si elle cherchait encore à comprendre comment elle a pu passer autant de temps avec un homme qu'elle croyait petit, sans jamais se rendre compte qu'elle était, elle, la seule à être devenue minuscule dans l'histoire. Elle a voulu me faire honte de mes bottes, de mes gants, de la terre sur mes mains. Aujourd'hui, je marche sur les mêmes allées avec le droit de décider de ce qui y pousse, de ce qui y reste, de ce qui y disparaît. Et si je devais résumer tout ça en une seule idée, ce serait peut-être celle-ci. Il y a des hommes qu'on croit faits pour servir les jardins, alors qu'ils sont en réalité ceux qui possèdent les clés de la maison entière.